Bonjour à tous, je m'appelle Francesco, je suis Head of Sales chez Vialytics et ma spé c'est le secteur public principalement, notamment les collectivités, sur un sujet assez précis qui est celle de la transition numérique et technologique auquel ce secteur fait face. Business to government. Waouh, il y a tout un pavé de différences. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que déjà la première différence, c'est qu'effectivement on parle à une audience qui est publique. Et ça fait toute la différence parce que du coup on doit vendre à des acteurs qui gèrent de l'argent public. Et ce qui fait qu'il est souvent normalisé, au contraire du B2B qui est plutôt privé. Et là il y a moins de règles en quelque sorte. Et alors que là on est vraiment face à un marché qui est très réglementé. Alors, je pense que le premier palier, ça va être tout ce qui est réglementation. Effectivement, en France en tout cas, on est régi par un code des marchés publics qui fait que une offre commerciale doit quand même respecter certains critères. Il y a aussi des seuils de marché public à respecter. Typiquement, si on a une offre qui dépasse 40 000 € sur le marché public français, on est obligé normalement de faire un appel d'offres. Donc forcément, ça rebat un peu les cartes pour pas mal d'entreprises qui souhaitent vendre au service public, parce que du coup, il faut quand même être au courant de ça. Et puis au-delà de ça, il y a quand même des règles qui protègent aujourd'hui beaucoup les collectivités, notamment sur la reconduction taxite, des choses comme ça, qui fait qu'on est un peu moins malléable par rapport à du B2B, où il y a des choses un petit peu plus à la carte, on va dire. Donc ça, pour moi, c'est les principales différences. Et puis on a surtout, ce que je répète souvent, c'est l'intérêt public. Souvent, quand on vend une solution à une collectivité, il faut qu'il y ait un intérêt public. Donc c'est pas simplement montrer que on va faire des économies d'argent, etc. Il faut montrer c'est quoi la satisfaction qu'on va donner à nos citoyens. Et ça, c'est hyper important. Alors tout à fait, c'est ce que je fais d'ailleurs au quotidien avec Vialytics. Puisque c'est une scale-up qui en fait a développé un système d'intelligence artificielle pour analyser l'état des routes. Donc c'est une solution SaaS grosso modo. Et effectivement, nous principalement on vend sans appel d'offres parce qu'on passe souvent en dessous du seuil des 40 000. Mais si on passe au-dessus du seuil des 40 000, il y a quelques petites bricoles qu'on peut faire pour justement aller au-delà de ces seuils. Typiquement en France, on a ce qu'on appelle le marché UGAP, qui est en fait une plateforme d'achat un peu comme Amazon, mais pour le secteur public, grosso modo, où il y a pas mal d'entreprises qui sont référencées et la collectivité peut faire son choix et acheter en gros les entreprises référencées. Donc nous, c'est une des portes qu'on a. Donc il n'y a pas que les appels d'offres, effectivement, dans le secteur public. Eh bien, il y en a beaucoup et il faut souvent taper à plusieurs portes pour pouvoir, aller tout au bout du cycle de vente. Il faut ajouter plusieurs cordes à son arc. Généralement, il y a deux grosses, il y a deux gros aspects dans ce segment-là. Il y a à la fois l'aspect administratif, où là, c'est vraiment des gens, on va dire plutôt fonctionnaires ou qui font partie de la collectivité, qui ont un poste de direction ou des postes opérationnels au sein d'une collectivité. Et il y a toute la partie politique, élus, maires, etc., qui sont aussi important parce qu'ils gèrent les budgets et ils communiquent énormément avec la partie administrative. Et quand, en tout cas, on vend une offre comme celle qu'on fait à Vialytics, on est obligé de parler avec ces deux perspectives. Et déjà c'est un monde public, donc c'est des gens qui ont vraiment d'autres codes. C'est bête, mais c'est des gens qui effectivement déjà servent un intérêt public, qui veulent s'assurer que ce qu'ils vont acheter forcément et pas du gadget et pas du bullshit. On est vraiment sur une offre qui peut vraiment apporter une valeur ajoutée à ces citoyens, et il y a beaucoup de collectivités qui sont assez vigilants là-dessus, parce que si une ville est fautive d'acheter quelque chose qui ne représente pas forcément ce que veulent les citoyens, ça peut remettre en question le prochain mandat d'un maire, et c'est pas ce que veut un maire généralement. Donc je pense qu'il y a ça, et à la fois on est sur effectivement un marché où il y a une certaine langue à avoir, qui est celle des collectivités, de mettre en avant des atouts de cas d'usage qu'on va mettre en place pour la vie des citoyens, etc.
Et c'est pas souvent un discours qu'on a en B2B, parce qu'en B2B, on va parler de ROI sur justement telle et telle solution, parce que ça va t'économiser tant en tant que CEO. Là, on parle vraiment sur un double discours de vous allez économiser de l'argent, mais en même temps, ça va vous permettre de vous, maire, de communiquer là-dessus, d'avoir une réputation sur d'autres villes, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte, et ce qui fait qu'ils ont ils ont un discours assez, je dirais, assez politique au final, qu'il faut du coup faire reparaître dans la manière dont on vend à ces gens-là. Alors ça va surprendre peut-être beaucoup de gens parce que souvent on dit que c'est très très long. J'avais d'ailleurs un petit proverbe qui disait que pour vraiment arriver d'une première étape, un premier meeting à vraiment une vente, il faut quasiment 5 ans. En secteur public, ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Ça dépend évidemment des solutions. En tout cas, nous, dans le SaaS et dans ce qu'on vend via Lytics, je peux donner une ordre d'idée, c'est que généralement notre cycle de vente, c'est de 6 mois. Donc au final, c'est assez rapide, surtout quand on est sur des paniers assez moyens et en dessous du seuil, donc en dessous de 40 000 euros. Souvent, sur des offres comme ça, le cycle de vente peut être assez rapide, entre 6 mois et 1 an. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs, en tout cas dans le secteur public, qui jouent sur des gros appels d'offres qui font de temps en temps plusieurs millions. Forcément, là, on parle d'une longue échéance. Mais c'est un peu, je pense, comme le B2B pour le coup, là. Il n'y a pas forcément de grosses différences. C'est en fonction de la solution, du panier et des circonstances. Alors, c'est une bonne question. Ça dépend toujours de la taille de la ville ou de la collectivité. Plus elle est grande, plus la direction, le directeur d'un service ou de l'espace public, par exemple, va avoir ce pouvoir de décision. Mais globalement, c'est vrai que l'élu a toujours ce pouvoir de signataire, en quelque sorte, qui va dire on acte le projet ou pas. Après, c'est peut-être lui le donneur de principe, qui donne l'acte de principe, mais effectivement, la personne qui va signer, c'est peut-être la personne métier. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un sujet qui est pas toujours clair chez eux. Alors que c'est vrai que pour avoir eu quelques potes qui sont en B2B, souvent c'est assez clair qu'ils signent. Mais souvent, on va confronter des collectivités qui aussi ne sont pas forcément sûrs du process de décision chez eux. Ce qui complique la tâche. Alors pour l'appel d'offres, ici, les points clés pour gagner et aller au bout de cette affaire, c'est surtout de bien préparer en amont le texte de l'appel d'offres. Parce que avant une sortie d'appel d'offres, il y a toute une préparation que la collectivité va engager pour effectivement mettre des bons critères. Et c'est aller assez tôt dans la procédure pour pouvoir effectivement mettre en avant des aspects de notre produit ou de notre solution. Donc ça, c'est un premier point pour les appels d'offres. Le deuxième point, c'est aussi de savoir dire non sur une appel d'offres où effectivement on sent que la compétition est rude, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je l'ai vu sur le marché, il y a beaucoup de prestataires qui perdent du temps à répondre à tout. Mais le jeu de l'appel d'offres, c'est aussi de bien sélectionner ces batailles en quelque sorte, et pour pouvoir justement gagner vraiment l'appel d'offres qui était pertinente pour nous. Et ça, je pense que c'est aussi une compétence qu'il faut avoir pour bien choisir ces appels d'offres. Au niveau du deuxième aspect qui est de ne pas forcément passer par des appels d'offres, là c'est un peu de la vente classique, parce que l'idée c'est vraiment de répondre à un vrai besoin, à un vrai problème qu'une collectivité peut exprimer, ou qu'on la pousse à exprimer. Et donc là c'est un peu classique, mais il faut trouver un champion qui est convaincu, il faut que le champion puisse véhiculer le message du problème et de ce qu'on vend à son équipe, et notamment à l'économic buyer qui est effectivement le décisionnaire, qui va effectivement être garant du budget. Donc c'est un peu classique, mais effectivement, si on a tous ces pièces du puzzle mis ensemble, ça va nous permettre d'aller au bout de la vente. Oui, en quelque sorte. Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent que ce soit ChatGPT ou autre, pour créer des textes déjà tout faits. Même nous, quand on demande à ChatGPT, fais-nous un pitch de Vialytics, il arrive déjà à faire un truc assez pas mal. Donc c'est vrai que je pense que les gens l'utilisent de plus en plus. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire une appel d'offres? Et là, je parle plutôt pour les collectivités. Est-ce que on a des solutions effectivement qui méritent peut-être une appel d'offres, d'autres
qui mérite en fait de faire un marché d'innovation ou de la prendre de gré à gré parce que voilà, c'est une innovation, c'est dur à spécifier. Typiquement, nous on fait de l'intelligence artificielle. C'est pas évident d'écrire tout le cahier des charges de l'intelligence artificielle parce que voilà, c'est très nouveau pour les collectivités. Et ça, en tout cas, je vois que c'est en train de changer sur le secteur, en tout cas français, au niveau des collectivités. Alors, au niveau de la prospection, de trouver ses contacts, on va être sur des outils assez mainstream, type Aircall, pour tout ce qui est call à des prospects, ou des outils comme Casper ou Hunter pour trouver des infos sur nos prospects. Donc globalement, sur des approches de prospection et de discovery, on va être sur les mêmes outils. Là, on va avoir des outils différents, c'est notamment pour choper de l'information sur l'info publique, sur tout ce qui est appel d'offres, sur tout ce que les maires et les discours des maires vont dire en conseil municipal, qui sont souvent officiels, et il y a un rapport qui est fait généralement par la collectivité. Et il y a quelques outils qui existent qui agrègent pas mal de données à travers tout le monde public et qui essayent de sortir un petit peu des espèces d'insights pour pouvoir justement actionner certaines infos pour nous et pouvoir mieux cibler en tout cas nos prospects. Alors, aujourd'hui, de mainstream, non, mais il y a une méthodologie à avoir pour vendre au B2G, parce que c'est fondamentalement différent du B2B, et il y a des vrais aspects, effectivement, à mettre en place et à valoriser pour pouvoir se vendre sur ce secteur. J'ai peut-être deux clés à partager. La première, c'est le maillage. Le maillage, c'est pour moi une des méthodes de vente en B2B qui est la plus efficace, c'est de pouvoir utiliser sa référence pour justement créer un effet domino sur plusieurs villes, plusieurs collectivités. Et pourquoi c'est hyper important en B2G? Parce que souvent sur le B2B, on peut peut-être vendre une solution à plusieurs secteurs et du coup à plusieurs acteurs. Mais quand on vend à des collectivités, une collectivité c'est la même, l'ADN elle est pareille partout. Et elles se parlent beaucoup entre elles. Parce que justement, elles ont moins un effet de compétition parce qu'elles se comparent, mais d'une manière assez saine au final, parce que c'est de l'intérêt public, ils essayent de mettre en place des solutions communes. Et souvent, quand une ville a mis quelque chose, tout de suite, la ville d'à côté, elle veut la mettre en place. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait prendre conscience, nous, start-up et entreprises qui travaillent avec les secteurs publics, que le maillage et travailler sur sa référence, son premier client, c'est fondamental. Ça, c'est une question tricky, ça. Mais je pense que pas du tout. Pour le coup, ça pourrait être effectivement une hypothèse, mais c'est pas le cas. On a effectivement vendu à la fois à différentes partis politiques, et pour le coup, on n'a pas vraiment une réelle différence. Parce que souvent, quel que soit le bord politique du maire, il prône souvent l'innovation, en tout cas, et les nouvelles technologies. Pour le coup, c'est un peu comme le B2B, ça dépend du segment et de l'offre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui font du B2G, qui ne sont pas seulement B2G, qui font aussi du B2B. Donc si une boîte décide de faire que du B2G, par exemple, elle est assez unique parce que du coup, elle va vraiment avoir cette spécialité de bien comprendre et essayer de vendre vraiment un produit particulier à ce segment-là. Donc souvent c'est un avantage parce qu'on essaye de se mettre, de s'emboîter dans un secteur face à une concurrence qui ne fait pas forcément ça parce qu'elle essaye de toucher à plusieurs segments. Alors il y en a beaucoup, et alors une auquel qui est un petit peu l'événement à noter dans son calendrier, c'est le salon des maires. Il y a un salon du chocolat, il y a un salon de l'agriculture, il y a un salon des maires. Et le salon des maires, c'est la réunion annuelle des maires, mais aussi des directeurs d'espace public, de pas mal de personnes dans une collectivité qui vont se réunir à la fois pour se revoir, pour boire un coup, mais aussi pour voir pas mal de start-up, d'entreprises qui proposent des produits. Et nous, c'est vrai que pour avoir eu des stands chaque année sur le salon des maires, à chaque fois, on voit 100 à 300 maires qui passent dans les couloirs. De temps en temps, il y en a qui passent, mais ne sont pas vraiment intéressés. Mais quand même, on a accès tout d'un coup
à plein de gens qui viennent nous voir. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu la réunion annuelle qu'il ne faut pas louper si on se lance en tout cas dans ce secteur. Et puis, bon, il y a le Salon des maires, mais après, ce que j'aime bien aussi, c'est les événements à taille humaine. Typiquement, le Salon des maires, c'est un peu comme tout salon qui sont assez gros, assez chaotiques et qui, de temps en temps, voilà, on n'arrive pas sur ces salons à créer du lien. Mais il faut aussi privilégier ce que j'appelle les salons à taille humaine qui sont faits plutôt localement par région, surtout en collectivité, où il va y avoir des réunions, par exemple, de la Nouvelle-Aquitaine ou d'une autre région qui va rassembler, pour le coup, les collectivités locales avec les acteurs locaux. Et là, ce qui est intéressant dans ces événements, c'est qu'un sales peut vraiment créer du lien avec des personnes, parce qu'on a le temps de boire un coup avec quelqu'un, de peut-être aller ensuite au resto, et c'est forcément ça, c'est comme tout process commercial, créer du lien, c'est évidemment fondamental. Sincèrement, non. Je trouve que pour le coup, effectivement, on peut avoir développé des relations amicales avec des prospects, des clients, parce que voilà, au-delà de nos rôles sales et acheteurs et bailleurs, voilà, si une personne est sympathique, forcément on va se lier d'amitié avec une personne, mais au-delà de ça, ils sont quand même soumis à un marché public et ils peuvent pas se mettre en danger non plus eux-mêmes. Donc d'ailleurs, ils doivent éviter de se faire payer, par exemple, des choses par des sociétés. Donc ils font assez attention à ça pour le coup. Ce qui est aussi bien pour nous parce que ça nous permet d'être assez sincères aussi dans notre approche de vente. Et puis honnêtement, non, je pense que l'idée c'est toujours, et même une solution durable dans le temps. On peut réussir sur 2-3 coups parce qu'on a un ami là, mais si on veut vraiment scaler une boîte, il faut qu'on ait une méthode et il faut qu'on puisse répondre à un vrai besoin. Et ça, c'est pour moi en tout cas la seule vérité pour monter une affaire à succès. Ça va paraître paradoxal ce que je vais dire, mais c'est de ne pas vendre. Ça paraît bizarre, hein, mais effectivement, on fait face à un secteur qui est sans arrêt toqué à la porte par des commerciaux qui veulent vendre tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'une ville, c'est pas par exemple un restaurant, il n'y a que de la restauration qu'ils font. Une ville, ils gèrent une multitude de services, que ce soit l'éclairage, la route, les services informatiques, etc. Donc il faut comprendre qu'une ville est tous les jours toquée par des milliers, des centaines de commerciaux qui vont raconter leur baratin, etc. Et du coup, ils sont vachement attentifs et vigilants à bien filtrer ces personnes-là, etc. Et les personnes qui vont retenir l'attention, c'est des personnes qui ne veulent pas forcément vendre, mais qui veulent parler d'un projet, qui veulent voir, qui veulent être curieux sur des volontés politiques ou d'aménagement sur un territoire. Et c'est sur ce discours-là, en tout cas, qu'on va être amené à avoir plus facilement un rendez-vous avec un prospect, à continuer la discussion et arriver à nos fins pour justement montrer que en fait, c'est la ville qui nous a acheté, c'est pas nous qui avons vendu à une ville. Et ça, c'est très important parce que souvent, pour avoir eu pas mal de gens, en tout cas sur des acteurs qui vendaient à des collectivités, mais qui étaient des sales en B2B avant et qui sont venus en B2G, c'est vrai que ça a fait un peu barrage. Parce qu'ils ont essayé des techniques un peu B2B face à ce secteur, et on se rend compte quand même que le B2G, c'est vraiment un secteur où il faut faire attention de ne pas trop vendre. Il faut effectivement mettre en avant un produit, il faut avoir de la niaque, il faut effectivement être attentif, faire des follow-up, etc. Mais il faut avoir un discours très neutre. Typiquement, moi, ça va peut-être choquer des gens, mais quand on a une question sur la concurrence, on nous dit c'est qui vos compétiteurs, nous on a parlé avec eux, comment vous vous positionnez. Et moi souvent je dis effectivement cette boîte-là, elle a une très bonne solution. Sur cet aspect-là, je dois dire chapeau. Par contre nous, voici ce qu'on fait. Et du coup je mets jamais à porte-à-faux des compétiteurs parce que comme je sais qu'ils aiment bien ce ton de la neutralité en collectivité, parce que on est sur un intérêt public, ils se doivent de faire du sourcing, c'est un petit peu obligatoire, ça fait partie du process, alors qu'en B2B, on peut très bien dire, on choisit lui et puis basta. Il faut avoir ça en tête, il faut être neutre, il faut pouvoir porter un sujet neutre, mais en même temps, trouver les bons boutons au final, où on sait qu'on va créer de l'intérêt par le client lui-même.
Alors oui et non, je pense que ça dépend à la fois de l'offre qu'ils font et s'ils répondent à un vrai besoin en B2G. Ce qui est sûr, c'est que s'ils veulent se lancer, il faut vraiment qu'ils se formatent à vendre B2G et qu'ils s'éloignent de beaucoup de préjugés qu'ils ont pu apprendre en B2B, parce que sinon ils risquent de se prendre pas mal de murs.